Il y a plusieurs histoires, mais il y a une histoire cadre un petit peu. L'histoire cadre, c'est la découverte par deux individus, qui sont frères et sœurs, qui ont la vingtaine d'années à peu près. La découverte par eux au moment de la mort de leurs parents, qui meurent de mort naturelle, dans un âge relativement avancé sans trop. Et ils découvrent dans la maison, puis en général quand nos parents meurent, eh bien on est amené à faire des tris dans la maison. Ils découvrent une bibliothèque, qui est une espèce d'enfer, non pas d'enfer érotique ou sexuel, mais plutôt d'enfer politique, puisque c'est une bibliothèque à dominance d'extrême droite. Et ils sont tout à fait surpris parce qu'ils n'ont pas d'éléments d'indice dans la vie ou dans les opinions de leurs parents qui justifient ce genre de collection. Ils sont bien embarrassés et ils doivent se dépatouiller de cette partie d'héritage, entre autres héritages. Voilà, ça c'est le cadre, le récit cadre du roman. Il y a un garçon et une fille dans la fratrie, et ils réagissent différemment. C'est-à-dire que la fille, qui est plutôt une femme d'action, va mettre ça de côté et puis mettre un peu un oreiller par-dessus. Le garçon, finalement, est plus inquiet, plus perturbé par ça. Et il va plutôt avoir l'attitude de dire si j'hérite de ce genre de bibliothèque, il faut peut-être que je la lise. À ce moment-là, il va partir en voyage. Il va commencer par un petit voyage en Suisse pour retrouver une autre partie de l'héritage. C'est un petit objet, mais qui a beaucoup de valeur. Et puis il emporte quelques livres de cette fameuse bibliothèque. Et puis finalement il décide de faire un voyage en Allemagne. C'est un peu une sorte de voyage initiatique. C'est le premier voyage qu'il va faire dans sa vie. Et qui est un voyage, pour une raison précise, mais en fait c'est surtout pour faire un voyage initiatique et peut-être trouver le meilleur endroit pour lire une partie des livres qu'il a emportés. Le garçon fait un voyage assez sérieux en Allemagne. Et pendant ce temps-là, sa sœur Clotilde, alors elle entre dans la vie active. C'est une femme d'entreprise qui a très envie de réussir dans la société actuelle. C'est le pendant actif de son frère qui serait plutôt le perdant de l'affaire. Donc j'espère qu'il y a un contraste entre ces deux personnages. Alors l'entrée de Clotilde dans la vie active et dans la vie entrepreneuriale, j'ai essayé de le traiter de façon un peu comique, j'espère. Voilà. Donc elle entreprend des tas de choses plus étranges et plus baroques les unes que les autres. J'ai rien contre le baroque, quand je dis baroque. Il y a également beaucoup de rencontres amoureuses de son côté, davantage du côté de Clotilde que du côté de Léonie. Il y en a quand même quelques-unes du côté de Léonie qui sont là encore, plus lentes, plus obscures peut-être. Oui, le voyage d'Allemagne, en lisant quelques livres de la bibliothèque d'extrême droite des parents, le personnage, il a une certaine passion pour l'Allemagne, qui est historiquement et littérairement, et qui va entrer un petit peu en concurrence avec ces lectures-là, et lectures dans lesquelles évidemment l'Allemagne politique du XXe siècle est forcément énormément présente. Donc il y a un conflit peut-être littéraire autour de ça, historique et littéraire. J'avais envie d'interroger l'extrême droite contemporaine, actuelle. Et pour ça, plutôt que d'entrer dans les textes de l'extrême droite d'aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir si
si les arguments étaient différents de ce qui se passait, de ce qu'on pouvait lire dans les années 30, dans les années 40, ou dans les années 1880. Je n'ai pas trouvé tant de différences que ça, et ça m'intéressait peut-être de montrer que les racines étaient très profondes et venaient de très loin. Quand Lemony rentre de son grand voyage, il ne sait pas trop quoi faire, il continue de faire ses lectures, et puis il rencontre un homme de théâtre, mais qui a la prétention ou l'ambition de fonder un nouvel art, c'est-à-dire il considère que le théâtre est complètement dépassé, et il veut inventer un autre art qui se nomme le théâtre. Alors c'est un artiste un peu cinglé, très très ambitieux, pas très sympathique, mais qui a des théories sur le théâtre qui m'intéressent beaucoup, personnellement. Donc il développe ça, c'est un grand bavard, il développe ça au cours de très longues conférences sur le théâtre qui expose ce que serait la fondation d'un art complètement nouveau. Déjà, c'est la fin de la mise en scène, c'est-à-dire inventer un art où la mise en scène du spectacle, au sens de l'histoire du théâtre, comme la mise en scène serait unique, il n'y aurait aucune variation possible dans la mise en scène, la figure du metteur en scène dans le théâtre actuel, évidemment, disparaît complètement. Je ne vais pas me faire que des amis parmi les metteurs en scène dans cette partie. Il y a un emboîtement. En fait, il y a plusieurs emboîtements, puisque dans le roman, il y a un personnage qui est un écrivain qui lui-même compose il n'écrit pas énormément d'ailleurs, mais il compose au moins dans le livre, on va trouver trois écrits de lui. Donc ça, c'est déjà un premier emboîtement. Et il y en a un deuxième, puisque c'est un roman assez long, assez gros, j'ai voulu faire au milieu la version courte de ce roman long. Voilà, donc à l'intérieur du roman, le gros roman, il y a sa version courte. Comme si dans Guerre et Paix, il y avait au milieu un petit livre qui serait Guerre et Paix et qui serait une façon de raconter très vite ce qui est là. Alors quand j'ai fait la version courte, je n'avais pas terminé la version longue et j'ai mis de côté complètement la version longue. Je n'ai pas utilisé mes fichiers pour faire une réduction à la Givaro du texte. Je l'ai réécrit complètement de mémoire en me disant là il faut que j'arrive à peu près à 1/12 de la quantité. À ce moment-là, j'ai écrit très vite la version courte, au moment où la version longue n'était pas encore finie. Je ne voulais pas que le lecteur ait la surprise. Alors voilà, on ouvre le roman, ou on le feuillette comme ça, et puis, bizarrement, on trouve à la page 430 et quelques, on trouve une nouvelle couverture, qui est la version courte de La Dernière France, avec l'image bien connue de nos beaux livres de chez POL, et avec, en fin de version courte, une quatrième de couverture qui est la même que la grande, mais un peu plus courte également, avec le prix qui est moins cher aussi. Ça, je suis très content d'avoir cette petite gousse d'ail au milieu du grand gigot. Ça oui. J'ai toujours pensé qu'il fallait parler dans l'œuvre d'art, il faut parler de l'œuvre d'art. Un moment ou un autre. Pas tout le temps, mais de temps en temps, qu'il y a un moment où en tout cas pour moi, j'essaie de savoir ce que je suis en train de faire. Je déteste le roman qui valorise le vécu. Non. Moi, j'aime le roman qui se moque complètement du vécu, qui
qui le déborde largement, qui le recouvre, qui le cache. Je déteste la vie quotidienne dans le roman. La manière aujourd'hui qui est très très en vogue d'attester de l'invention romanesque par le vécu, bon, qui a toujours un peu existé d'ailleurs. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est le contraire, c'est s'éloigner du vécu pour inventer le romanesque. Il faut que le vécu disparaisse, donc c'est pas ce que j'ai vécu qui va faire la matière du roman, c'est au contraire la plus grande distance que je vais arriver à établir entre le vécu et l'invention. Le roman se termine dans un square parisien, dont je n'ai pas inventé le nom. C'est le square qui est le plus proche de mon domicile, le square des moines de Tibérine. Vous vous souvenez des moines de Tibérine. Et voilà, il y a dans ce square, il y a des populations assez mélangées, de voisins, de parents, d'enfants, de migrants. Tout ça mélangé. Voilà. Et le personnage s'installe là. Les romans que j'aime n'ont pas de morale. J'espère que le mien n'en a pas. Mais c'est-à-dire qu'il en a. S'il en a, il en a plusieurs. Et surtout pas une. Je pense que chaque lectrice et chaque lecteur aura le fin mot sur la raison pour laquelle il y a cette bibliothèque.